Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regards croisés, un épisode tourné loin de Crémieux parce que je suis à Paris et je suis avec Laurent Garcia. Et Laurent, bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, on se connaît depuis quelques années. On a un petit parcours commun quand même. Ouais. Ouais, hein. T'es qui Laurent? Qui je suis? Ouais. Un petit infirmier de quartier, un, un cadre infirmier, je sais pas trop qui je suis. Un ambianceur, Un ambianceur, ouais. surtout ça. T'as eu un petit moment médiatique quand même? J'ai eu un petit moment médiatique qui a duré 2 ans après la sortie du livre Les Fossoyeurs. Les Fossoyeurs. Alors les Fossoyeurs, c'est un... Tu veux que je le dise à ta place? Ouais, vas-y. Ouais, t'es un peu malade aujourd'hui. Les Fossoyeurs, c'est un livre de Victor Castanet qui est sorti en janvier 2022, si ma Ouais. mémoire ne défaille pas trop, qui dénonçait les dérives du système des retraites de la maison Orpea, et avec pas mal de malversations. Et tu es toujours d'ailleurs, le lanceur d'alerte dans l'histoire, et ça a entraîné pas mal de choses. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venue te voir. Donc nous, on s'est rencontrés Avant la sortie du livre. avant la sortie du livre. Sur les réseaux sociaux, déjà, on se Ouais. suivait. À l'époque où Twitter n'était pas trop encore dans un système un peu mauvais. Et on s'est rencontrés lors d'un congrès. Mm. Voilà, au bord d'une piscine. Tu m'as parlé de ce livre et on avait tous les deux aucune idée de ce qui allait en découler, Ouais. du changement justement que ça allait avoir dans nos deux vies et surtout dans la tienne. Voilà, moi ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est bien sûr ta personnalité, mais surtout ton côté lanceur d'alerte. Et quand on dénonce la vérité, quand on dit la vérité, tous les impacts que ça peut avoir pour la personne qui ose porter la parole. Mhm. Et Ce qui était fou, c'est que d'abord, on m'a pas nommé lanceur d'alerte, mais plutôt fouille merde. fouille Avant merde. la sortie du livre, quand les gens ont commencé à savoir, ouais, c'était les mots qui ont été employés, je recevais des SMS. De qui? Euh, Non, bah, pas forcément les noms, mais de de la Silver Economy, la on silver va dire. economy, c'est tout l'écosystème du vieillissement, Mm. économie, parce que forcément beaucoup de vieux égale beaucoup d'argent, égale beaucoup d'intérêts financiers derrière, et donc toute cette silver eco qui est venue prendre peur. Ouais, c'était le premier SMS que j'ai reçu avant la sortie du livre, c'était tu n'es qu'un fouille merde, tu es fini, tu ne trouveras plus jamais de boulot. Ça a été ça, alors que le livre n'était pas sorti, il y avait juste eu un article dans Le Monde. Et c'est ce qui a déclenché un peu ce torrent de haine, on va dire. Et quand on a commencé l'enquête avec Victor, je me sentais pas du tout lanceur d'alerte. Moi, je me disais, ben, il y a un truc qui va pas, il faut en parler. Et je me suis... En fait, je crois que je me suis jamais senti lanceur d'alerte. Je me disais que de toute façon, il fallait parler de ça. Voilà. C'était important pour moi que ça s'arrête. Ça ne s'est pas arrêté, hein. Ça Mais s'est toujours pas arrêté. C'est toujours vrai que pas. quand tu m'en as parlé, moi tout de suite, j'ai le mot lanceur d'alerte qui est arrivé dans ma Ouais. tête. Je me rappelle, je t'avais dit, Mm. t'es un lanceur d'alerte. Et effectivement, tous ceux qui ont pris peur, c'est ceux qui avaient des intérêts dedans. Mm. Et à l'origine du livre, il n'y avait qu'un article, si je me rappelle bien, À Victor. l'origine du livre, c'était 2 pages dans Le Monde Magazine. Voilà, on partait sur 2 pages dans Le Monde Magazine à l'origine. Et il en est sorti un livre qui a conduit Victor quand même à avoir le prix Albert Londres. Ouais. Voilà, suite à ça. Et donc suite, il y a eu tout un passage quand le livre est sorti. Finalement, tu ne t'es pas fait attaquer en diffamation. Non, Tu avais quand même mis des garde-fous au cas où. on avait quand même bien blindé le truc, d'une part avec les avocats de Fayard, et moi avec mes avocats, Donc Fayard, c'est la maison d'édition qui a édité. et moi Voilà. avec aussi mes avocats, où le jour de la sortie du livre, j'ai déposé 2 plaintes. Une plainte contre le groupe pour maltraitance et une plainte avec les soignants qui, eux, ne pouvaient pas déposer plainte parce que financièrement c'est compliqué. Donc il y a eu 2 plaintes de déposer. Je pense que c'est ce qui a permis que je ne sois pas attaqué en diffamation. Après, tout ce qu'on a écrit, on avait des preuves. Donc voilà. Et toi, ça avait changé quoi déjà dans ta vie, l'enquête? Parce que je me En- rappelle, moi, tu m'avais l'en- dit juste euh, à l'enquête déjà. ben, l'enquête, on se voyait à peu près une fois par semaine avec Victor pendant 3 ans. Et on apprenait de plus en plus
de choses assez violentes. Ouais, je sais pas ce que ça a changé dans ma vie. En attendant, euh, ces 3 années d'enquête, ça a été douloureux, ça a été compliqué, ça a été des moments de joie aussi, mais ça a été quelque chose, j'en parle encore difficilement, ça a été quelque chose ouais, de très compliqué parce que c'est toujours difficile de se prendre des torrents de haine en permanence, même Alors si que, ça paraît incroyable. alors toi, ton intention était juste de dénoncer de la maltraitance, donc faire ce que tu es, Ouais. savoir porter la voix Et des personnes qui ne peuvent pas le faire. Et on ne s'attend pas à ça, en fait. Quand tu commences une enquête, tu te dis au contraire. On- Mais c'est pas du tout ça, en fait. Oui, c'est des torrents de haine, c'est beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi je fais ça, à quoi je joue, c'est de l'EHPAD bashing, c'est tout ça. Ça me poursuit encore, hein. Mais c'est violent, en fait. C'est très violent. Parce que suite à ça, poussé quand même par la sortie du livre, donc tu as monté l'Observatoire du Grand Âge. Ouais. Mais la sortie du livre, tu te retrouves dans un système où tous les journalistes t'appellent, où tu fais plein de radios, de télé. Il y a un truc assez euphorisant qui fait que c'est un moment assez incroyable. Tu te dis, waouh, je suis en train de vivre ça, quoi. Oui, il y a la lumière qui arrive et tu dis, Je peux enfin en dire les parler choses. et j'aime bien la lumière. Ben oui, mais Voilà. tu passes bien. Et j'aime bien la lumière, mais il y a eu avant le livre est sorti en janvier, du coup, durant l'été de juillet, avant la sortie du livre, où là les menaces ont commencé. Il y a eu l'après-livre, où là ça a été des torrents, mais sur tout et n'importe quoi, sur un pull, Oui, tu t'es fait attaquer sur tout, sur absolument mais pas tout. sur le fond finalement. Non, parce que la plupart des gens qui attaquent n'avaient pas lu le livre. Oui, je me rappelle avoir moi aussi reçu des menaces, Ouais, forcément, alors que le livre n'était pas sorti. ouais, bah oui, oui. Effectivement. Le vrai problème, et je sais que après la sortie du livre, je faisais des formations et j'ai dû arrêter une formation à midi parce que les directeurs d'établissement m'ont dit que je ne les avais pas prévenus de qui j'étais Qui tu étais. et ont arrêté la formation Parce que tu étais. parce que j'étais le lanceur d'alerte. Pour ce que tu étais, tu as Ouais. été. Et j'ai essayé de leur expliquer que c'était pas mon CV, mais ça n'a pas marché. Ils se sont levés, ils sont tous partis. Ah purée, ça tu vois. C'était très violent. Donc ça a eu des impacts finalement sur ton activité après Ah bah oui, professionnelle oui, de toute façon. bah, sur mon activité professionnelle, j'ai plus du tout trouvé de travail en EHPAD. Plus personne ne voulait Laurent Garcia, ça a eu un premier impact. Et puis, de recevoir des menaces de mort tous les jours. Tous les jours. Au début, tu te dis, wow, c'est pas... Mais tu deviens complètement parano et tu regardes derrière toi quand tu sors. Ouais, il y a un truc assez dingue. Parce qu'on va en poser le cadre, ils t'avaient proposé 15 millions d'euros Ils nous ont proposé avec Victor 15 millions d'euros pour votre silence. Pour notre silence. Voilà, donc pour reposer le cadre de quand même les moyens financiers qu'il y a derrière. Ouais. Et je pense qu'on aurait pu demander plus. Hein. Je pense qu'ils étaient prêts à... Ouais. C'est ça qui est fou, quoi. Et c'est... Moi, j'ai eu un appel de la directrice Monde d'Orpea avant la sortie du livre qui m'a gardé pendant 1 heure et demie au téléphone et elle faisait monter la pression. C'était assez incroyable ce moment-là. Et à la fin, au bout d'1 heure et quart, ou je ne sais plus exactement, elle me dit, vous savez, monsieur Garcia, tout s'achète. Voilà, ça a été... Et voilà, il y a plein de moments qui ont été vécus comme ça, j'en ai peu parlé. C'est compliqué. Il y a peut-être des choses qu'on peut dire aujourd'hui. Ouais. Des choses qu'on a vécues tous les deux. Ouais, on peut en parler. Je pense que c'est peut-être le moment justement d'en parler, libérer la parole. Donc suite à la sortie du livre, tu as fondé l'Observatoire du Grand Âge. C'était une cause qui te tenait à cœur. C'est quelque chose auquel je réfléchissais depuis 6 ans déjà. Et c'est lors d'un dîner avec la journaliste Florence Aubenas, je lui parle de ce truc et elle me dit on y va. Et du coup, c'est vrai que quand Florence Aubenas vous dit on y va, vous dites ouais, ben on peut y aller, quoi. Et c'est là que tu as participé à la création de l'Observatoire. C'est là, donc moi j'ai pénétré ton monde médiatique à ce moment-là. Ouais. Et je suis entrée dans la même tornade. Pas malgré moi, parce que j'y suis allée quand même de plein gré. Hein,
avec, pareil, enchaîner les télés, écrire dans le monde, on a fait une conférence de presse, j'ai repensé hier quand même pour le lancement de l'Observatoire, une grande soirée avec beaucoup de journalistes, tout ça, avec beaucoup de méfiance ressentie quand même de la part de la Silver Echo, où cette soirée-là, il y avait beaucoup de familles, beaucoup de soignants, beaucoup de gens qui attendaient quelque chose de ton action, justement des révélations qui avaient été faites. Et suite à ça, donc voilà, c'est moi qui dis. Ouais, c'est toi qui dis. Donc oui, ce moment-là où nous entrions dans la présidentielle, donc dans la campagne présidentielle, et que le lendemain de la soirée, la maison d'édition Fayard avec Victor, avec pas mal de monde pour fêter justement le succès des Fossoyeurs, tu m'as dit, j'étais chez toi et au petit-déj, tous ensemble là, et tu me dis, j'ai fait une visio avec Emmanuel Macron. Et il me propose d'être ministre de l'autonomie s'il est élu. Et là, je me rappelle, je me dis, mais c'est pas possible. Et tu me dis, si, mais j'ai dit d'accord à une condition, enfin plusieurs conditions. D'ailleurs, tu m'as dit, il fallait que je garde ma liberté de parole. Il y en avait une deuxième. Je sais plus, Et que tu fasses partie du cabinet. Moi, je me rappelle, c'est que je sois ta chef de cabinet et tu me sors ça. Et qu'on fasse, c'est ce que tu avais fait toi d'ailleurs, à court terme, moyen terme et long terme, ce qu'on voulait mettre en place. Voilà. C'était ça les conditions en fait. Et donc, tu me sors ça. Voilà. Et là, je pénètre un autre monde. Et nous pénétrons un autre monde. Ouais. Après, toi, tu as toujours fait de la politique. J'ai pas toujours fait de la politique. Mais là, je rentrais dans un système, je n'étais pas du tout de ce bord-là, politique. Mais je sais pas, il y avait un côté, tous les deux, on s'est dit, on y va, puis après on s'en va. Ce qu'on vivait, toi et moi, c'était très euphorisant, même avant la proposition. On vivait un truc où on se disait, on va réussir à faire quelque chose. Et du coup, oui, c'était une continuité. Oui, c'était notre combat, il était là, on nous donnait presque les rênes. On rêvait pas de bosser avec Macron, c'était pas notre rêve. Non. Hein. non. D'accord, mais il y avait ce truc où on va pouvoir mettre en place des choses. On va essayer du coup. Moi, j'étais dans l'optique de, on va voir ce qu'on peut faire, et si on peut pas faire, on s'en va. Enfin, vraiment, moi, c'était vraiment mon truc. Et là, on rentre dans un système. On rentre dans un système où toi, tu étais en contact avec l'Élysée. Tu es allé voir Brigitte, on va pas le mentir, on va le dire. Tu as été voir, donc c'est Brigitte qui adoube quand même ou pas les membres du gouvernement. Et du coup, moi, je me mets à bosser de mon côté, du côté politique, donc à monter un cabinet, à essayer de trouver des personnes de confiance qui pouvaient me former, à toi, te guider, tout ça. Et donc, j'ai eu le soutien du parti politique dans lequel j'étais à l'époque, qui n'était pas du tout du bord macroniste, mais justement qui avait compris qu'on pouvait peut-être faire quelque chose. Donc, je remercie aussi les personnes qui m'ont soutenue, malgré ma diversion. Et là, on rentre à des voyages à l'Assemblée nationale, des contacts avec des députés, qui couche avec qui. Enfin, on va pas se mentir, c'est comme ça que le pouvoir fonctionne, hein, qui finance qui, à prendre les travers, tout ça. Et arrive le premier tour. Donc, tu avais toujours des contacts. Hein. Et donc, le premier tour, Macron passe. Et, voilà. Et nous, on trépasse. Et nous, on trépasse pas encore. Pas encore à ce moment-là, on trépasse pas encore. Tu me dis, il nous demande une note pour le débat avec Marine Le Pen. Oui, c'est vrai. Je me rappelle bien de ça. Moi, je me souviens pas de la chrono, mais oui. Ah ouais, mais je me rappelle de tout. Et tu me fais la note. Et je te fais une note que tu transfères à l'Élysée. Alors, je ne sais pas si elle a été lue. Je pense que oui, parce que il me semble que Macron a parlé de béguinage dans le truc. Et c'est un mot que j'avais mis dans la note. Et on n'en parle pas spécialement de béguinage, puisque c'est quelque chose... Le béguinage, c'est justement le fait pour les personnes de se âgées de cohabiter, d'avancer ensemble. Donc, c'est quelque chose d'assez alternatif et de novateur. Et ce terme a été utilisé dans le débat. Donc, je pense qu'il a lu ma note. En tout cas, je ne saurais jamais. Je ne veux pas savoir, en fait, ça ne m'intéresse même plus. Et là, l'euphorie commence à monter. C'est vrai que nos vies avaient déjà évolué. Moi, j'avais arrêté des missions après en prévoyant justement au cas où. Donc, moi, j'habitais dans l'Isère. Je m'imaginais repartir sur Paris. Enfin, on s'appelait 10 fois par jour. C'est vrai que cette histoire, j'avais fermé la porte et mis un voile dessus. Et je me souviens de ce que tu racontes. Évidemment, je m'en souviens maintenant. Mais j'ai fait en sorte de tout oublier. Tu as fait un espèce de stress post-traumatique. Ouais, complet. Et après, ce qui s'est passé, donc moi j'étais à fond, enfin moi j'avais embarqué toute ma famille, tout le monde autour de moi, essayer de s'organiser. Aurélie, si elle part
au ministère, ben, va falloir, donc moi, les contacts, tout le monde m'appelait. Enfin, et puis quand ça commençait un petit peu à se savoir, des personnes forcément étaient intéressées, pas pour les bonnes raisons Mm. non plus, mais j'arrivais à peu près à trouver des personnes de confiance, donc j'avais un petit peu préparé le cabinet, quoi. Le deuxième tour arrive, et là, donc on savait, parce que j'avais fait mon petit réseau, je savais que les ministres étaient nommés comme ça. Alors c'est de la veille pour le lendemain, hein, si Ouais. tu te rappelles. Ouais. Et alors que moi, c'est complètement à l'opposé de comment je vois les choses, à savoir, on a un projet tous ensemble et qui est la meilleure personne pour, et non pas une personne qui va imposer un projet à quelqu'un qui, parce qu'il a des intérêts, il va le mettre là. Donc c'était déjà complètement à l'opposé, mais j'étais tellement dans un système que je ne voyais pas. Et donc le deuxième tour arrive, Macron est élu, et on attend le coup de fil. Oui. Et en fait, on attend toujours. Donc voilà comment ça s'est passé. Nous avons appris la nomination de Damien Abad, Tout à fait. Ouais. qui en plus un député pas très très loin de chez moi, qui en plus a eu des affaires de violence sexuelle très peu de temps après, qui a démissionné d'ailleurs, ou qui s'est fait débouter, enfin qui est parti. Donc tout ça pour ça, et là ça a été le plongeon. Enfin, Ça a été, ça a été ce moment euphorisant où on se dit que tout est possible. Enfin, moi, je me disais pareil. ça, tout est possible. Et puis d'un coup, boum, on redescend, mais très fortement. Et c'est vrai que moi, j'ai coupé les ponts à ce moment-là avec un peu tout le monde. Oui, moi compris. Toi pareil. Et c'est un peu une descente aux enfers. Complètement. C'est un peu une descente aux enfers où on se dit, en fait, rien ne change, rien ne changera. Non. Et qu'on nous a bien utilisés. Enfin, c'est ça. On m'a bien utilisé. On t'a utilisé. C'était un moment où Laurent Garcia, on en parlait pas mal. Et voilà, il y a eu tout cet espoir et toute une dégringolade à ce moment-là où on se dit, bon, en fait, rien ne change, rien ne changera. Et ce qui m'a fait dire aussi que rien ne changerait, c'est quand j'étais auditionné au Sénat par des vieux sénateurs qui ont été vraiment hyper agressifs. J'avais l'impression d'être accusé. Ça, j'en ai jamais parlé. Ouais. Il y a eu l'audition à l'Assemblée nationale et il y a eu l'audition au Sénat. L'audition au Sénat était d'une violence rare. C'est-à-dire que les députés venaient t'accuser de dire les choses. C'était les sénateurs. Les sénateurs à l'Assemblée nationale. Non, au Sénat. Non, au Sénat. Au Sénat, c'est au Sénat que ça a été très violent parce que j'ai eu l'impression d'être accusé de quelque chose. Alors que juste tu disais les faits, donc on rappelle les faits, il y a la maltraitance, il y a des personnes souillées, enfin de laisser, enfin vraiment. Ouais, il y a énormément d'argent en jeu, il y a tout ça, c'était juste ça. Et voilà, bizarrement, les sénateurs, autant les députés, l'audition à l'Assemblée nationale, c'est plutôt bien passé, c'est plutôt intéressant, autant l'audition au Sénat qui n'était pas retransmise. Et oui, parce que je me rappelle, c'est l'Assemblée nationale, elle était retransmise. Mais au Sénat, c'était pas retransmis et ça a été très violent. Et je suis sorti de là très très mal, en fait, en me disant, mais en fait, j'ai fait quoi? Là, t'as rien fait de mal. Ouais, mais tu te poses des questions. Et donc ça, c'est tout le côté de... Il y a ce qu'on voit dans les médias, déjà très orienté, et tout ce qu'on ne voit pas en douce, et qui viennent détruire et ce que tu as finalement, que tu as peur de raconter, l'histoire avec Macron, je ne voulais pas en parler parce que j'avais peur. L'histoire des passages à tabac, parce qu'on m'a passé à tabac 2 fois, je ne voulais pas en parler parce que... Je sais pas, parce que tu mets un truc, tu te mets des barrières et parce que en fait à un moment tu as peur tout le temps. Et du coup tu vis dans la peur. Tu vis, tu vis dans une peur. C'est très très étrange. C'est très très étrange. Donc là, c'est vrai que suite à ça, en plus, tous les deux, c'est vrai qu'on a eu besoin de se poser. Moi j'ai besoin, en tout cas personnellement, j'ai tout quitté. La politique, l'Observatoire du grand âge. J'ai tout planté, malheureusement. Mais malheureusement. Il y a des choses qui vont se tramer, certainement. J'ai tout quitté, mais j'avais besoin de revenir à de l'humain, en fait. Moi, ce qui est avec à l'essentiel. À l'essentiel, à notre première mission d'humain. Moi, je suis restée dans mon petit village. J'ai refait des actions en fait, voir des vrais gens, parce qu'on était tellement déconnectés de la réalité. Totalement. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à revenir à Paris. Donc là, je me réconciliais un petit peu avec Paris, avec les gens, à travers des rencontres humaines, justement. Avec les Parisiens et non pas avec l'écosystème parisien. Et on a eu vraiment besoin de recouper. Et toi, donc, tu as un peu navigué au niveau boulot, tout ça. Navigué, je ne trouvais plus de boulot, c'était compliqué. En plus, l'observatoire végétait depuis son départ.
il y avait tout ça en même temps. J'ai coupé les ponts avec la plupart des personnes avec qui je pouvais discuter et tout ça, parce que je me rendais même pas compte que j'étais mal, mais j'étais juste très mal, parce que je savais pas de quoi mon avenir sera fait. Euh, Après avoir vécu ce truc où tu as Ouais. l'impression d'être la personne la plus importante à l'heure actuelle pour les âgés. Mm. Et d'un coup, tu redescends où il n'y a plus rien, où on t'appelle pas, on t'appelle plus, tu trouves pas de job, tu te mets à faire des évals sans y croire trop. Oui. Il y a tout ça qui fait que, bah, ouais, en fait, tu retombes vraiment, c'est très violent. Et voilà, et tu te dis tout ça pour ça. Et aujourd'hui? Est-ce que Et je te retrouve dans un autre... aujourd'hui, j'avoue que je fais un boulot qui m'éclate parce que je travaille pour des grands précaires dans une résidence autonomie de la ville de Paris. Donc c'est de la très grande précarité. Et là, vraiment, je m'éclate à nouveau avec des gens plus jeunes. Mais c'est un autre combat que je mène finalement tout doucement. C'est vraiment un autre combat. Mais je te retrouve le vrai, enfin Laurent qui dit les choses Bah, aussi. ouais, j'ai l'impression d'une part de servir à quelque chose, j'avais perdu ça aussi, et de mener aussi un combat quand même pour ces précaires, pour ces très grands précaires. Et c'est un vrai combat à nouveau, hein. Donc là, on est dans le bureau, dans ton bureau Ouais. directeur de la résidence autonomique voilà, que tu diriges, Mm. qui accueille des... Alors, qui Vas-y. accueille, déjà il y a 97% d'hommes dans cette résidence. On accueille des gens qui ont 10 ou 20 ans de rue, des réfugiés, d'anciennes personnes détenues. Voilà. Et Et il y a un restaurant... un restaurant solidaire pour les gens de la rue, donc le soir, qui est ouvert tous les soirs. Le restaurant fait 200 couverts. Voilà, 2 centres médico-psychologiques, un adulte, un enfant et une crèche de 79 enfants. Et là, tu es en train de monter un projet Et là, extraordinaire. on monte un projet avec le Théâtre des Bouffes du Nord, un gros projet qui s'appellera Quelle journée, euh, sur un opéra, Le Vaisseau fantôme, avec une compagnie plein jour. Et on monte ça avec toutes les personnes qui habitent ce bâtiment, ou tout du moins qui rentrent dans ce bâtiment. Voilà, c'est un projet qui aura. Donc on se produira au Théâtre des Bouffes du Nord le 7 mai. Venez, Ah vous verrez. ouais, vraiment, bah moi j'y serai en tout cas, et il y Voilà. aura plein de surprises, Et en fait, on se rend compte que dans la vie, ce qui nous porte, c'est les projets, rien d'autre. les projets. Les projets. Les projets qui impliquent le plus de monde, et là avec le côté musical aussi, Ouais, de tout ça, les, qui crée du lien. les projets, l'amitié, c'est important, même si à un moment, n'est-ce pas Aurélie? Mais l'amitié, Voilà. c'est ça, Il c'est y a ce aussi truc s'aimer et et, s'aimer, et de même, temps en voilà. temps couper un Bah, parce qu'on a peu, parce besoin qu'on. de se reconstruire Ouais, chacun de notre côté, et là on est tellement recontents de se retrouver, et on était hier soir et je t'ai présenté Maïté, ouais. et qu'il va y avoir des choses. Ce Ouais. qui est important, je crois, dans la vie, c'est des rencontres et de se dire qu'on va participer à une histoire. Bon, pour moi, c'est important de me dire que dans mon boulot, je suis en train d'écrire une histoire, une petite histoire à l'intérieur de cette résidence. Mais pour moi, c'est ça. Le vrai rôle d'un cadre, c'est d'écrire une histoire avec les agents, avec les résidents. Mais est-ce que c'est pas le rôle de toute personne finalement d'écrire son histoire? Si, si, je crois qu'il y en a qui ont oublié, mais Il y en a qui ont oublié d'écrire leur histoire, je du coup ils crois, suivent ouais. les histoires des autres peut-être. Ouais, 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 C'est peut-être ça? complètement. Mais c'est important on change, on change, on a une vie qui est faite de tas de choses, on change. Mais en attendant, pour moi, c'est important d'écrire une histoire. Ah bah, c'est une belle histoire là que tu es en train d'écrire, j'ai hâte de la lire. Bah, moi je suis contente voilà, de pouvoir finir sur cette Moi note aussi, positive. en attendant, c'était la première fois que je racontais rapidement les passages à tabac, l'histoire avec notre présidence. Et c'est vrai que si je devais le raconter, c'était avec toi. Voilà. Merci Ouais. Aurélie. Merci Laurent, et puis bah, à très vite pour Pour la suite de la suite l'histoire. de l'histoire. Et puis bah, merci en tout cas, c'était un épisode un peu particulier, d'une histoire qu'on a écrite tous les deux et qui est un nouveau chapitre aujourd'hui. Et bah, merci pour vos soutiens, merci pour le partage, et puis ben, à très bientôt pour un épisode de Regard Croisé. À bientôt.